merci au professeur Mechtor qui a réussi à organiser une unité Covid au sein de l'hôpital Nafis Ahmoud de Hussein D. Parnay. C'est l'une des questions de Samia Chadi qui se demande quel est le circuit Covid pour les urgences gynéco-obstétriques. C'est très compliqué. Je pense que le professeur Mechtor va nous répondre par la suite, mais pour le moment, il va nous parler de la femme enceinte et Covid. Merci, Mokhran. Merci, Farid. Je remercie l'équipe de Londres qui m'ont invité pour parler un petit peu de la femme enceinte durant cette période de pandémie Covid-19 et également l'équipe de webinaire qui ont réussi de réaliser cet événement. Donc, ce qu'on sait qu'en Algérie, il y a environ 1 200 000 naissances par année, et cela sous-entend que le flux de gestantes vers les consultations ainsi que vers les structures hospitalières sont nombreuses, et les parturientes également, surtout à travers les déplacements interwilayas en rapport avec un manque de gynécologues à l'intérieur du pays. Cela, il y a quelque chose de positif qui est en train de se faire en Algérie, c'est qu'il va y avoir dans peu de temps un conventionnement entre les structures privées et la classe. Cela va réduire considérablement le flux de ces patientes. Donc, ce flux de patientes peut être à l'origine de la propagation de cette pathologie. Donc, la première fois que le virus a été identifié en Chine en 2019, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré comme étant pandémie le 11 mars 2020. À ce jour, le 27 avril, nous avons, pour réduire un petit peu le une seconde. Donc, à ce jour, 27 avril, le nombre de contaminations approche les 3 millions. Les 3 millions avec le nombre de décès qui est aux alentours de 208 000, ce qui est considérable, répartis dans 200 pays et territoires. Donc, c'est un nombre qui est considérable. Il faut accorder énormément de vigilance. En Algérie, le premier cas a été détecté le 1er mars 2020. Au 27 avril, à ce jour, nous avons enregistré 3 517 cas, dont 432 décès. Il y a sur cette étude chinoise portant sur 72 314 cas, heureusement, ce qui a été constaté, c'est que les patientes qui présentent les formes modérées représentent 81% des cas, alors que les formes sévères et les formes critiques ne sont de 14 à 5% des cas. Mais le taux de mortalité, il est quand même de 2,3%. Si on le compare par rapport à l'infection, à la virose saisonnière, ce taux de 2,3 est considérable. Où est-ce qu'on peut trouver ce virus-là? Dans les maternités, si on voit à travers la sphère génitale, il n'a pas été identifié un virus dans l'oreille génitale. Non plus au niveau du lait maternel. Et au niveau du placenta et liquide amniotique, il y a 0 virus. Par contre, il est retrouvé dans 88% des cas au niveau de la sphère nasopharyngée et au niveau des expectorations, il est de l'ordre de 97%. Dans le sang, il est à peine de 12%. Mais ce qu'il faut constater également, dans les matières fécales, on peut le retrouver dans 70% des cas. Donc, vous savez très bien que durant la période d'expulsion, il y a émission des selles. Donc, ces selles sont un foyer de contamination très important. D'où la protection doit être rigoureuse.
Maintenant, si on regarde un petit peu les manifestations cliniques qui peuvent apparaître dans cette situation, dans la majorité des cas, dans 81% des cas, il s'agit de manifestations mineures à base de fièvre, toux, mal de gorge, anosmie, agueusie, myalgie, malaise, diarrhée, douleur abdominale. Mais dans 14% des cas, ça peut être une forme grave qui peut se manifester par des signes respiratoires allant jusqu'à la détresse respiratoire, et dans 5% des cas, ça se manifeste par une défaillance multiviscérale, et cela dans 5% des cas qui conduit vers des unités de réanimation intensive. La particularité de la femme enceinte, c'est que chez la femme enceinte, pourrait être atypique avec une température qui peut être absente une fois sur deux. Ce qui est caractéristique également, c'est que la formule de numération sanguine, où on a bien appris sur les bancs des amphithéâtres que la virose se manifeste par une lymphocytose. Mais chez la femme enceinte, elle peut se manifester dans 41% des cas avec une leucocytose, avec une polynucléose, dans 83% des cas. Donc, il ne faut pas s'imaginer, se dire que voilà, il s'agit d'une polynucléose, ça peut être cette fièvre, peut-être en rapport avec une infection bactérienne. Non, ça c'est totalement faux. Ça peut se manifester chez la femme enceinte par une polynucléose. L'intérêt dans cette situation, le scanner peut apporter un apport considérable qui peut montrer des lésions au niveau pulmonaire qui font le diagnostic de cette pathologie COVID-19. Il faut savoir également que le délai médian entre l'apparition de la maladie et la dyspnée est de 8 jours. Mais le passage à une forme grave, au bout d'un jour, après une gêne respiratoire, passage en 24 heures à une détresse respiratoire. Et en un jour et demi, la patiente peut être transférée en unité de réanimation par défaillance multiviscérale. Donc, la brutalité de l'évolution de cette pathologie, de la symptomatologie mineure, peut passer à une forme grave en très peu de temps, en un jour. Il est bien connu que la femme enceinte a une immunité qui est diminuée. Donc, on se pose la question, est-ce que la femme enceinte est plus par rapport à la femme non enceinte? Les données actuelles suggèrent que les femmes enceintes ne courent pas plus de risques que la femme non enceinte. Mais la forme grave peut survenir chez la femme enceinte, surtout quand elle est associée à des comorbidités telles que le diabète, l'hypertension. Des études antérieures correspondant lors de la pandémie de SRAS et de MERS, c'est que ce qui a été constaté, une affection ou bien des complications redoutables chez la femme enceinte ainsi que le nouveau-né. Ça a été constaté, des avortements, des retards de croissance, des accouchements prématurés, des morts in utero et des détresses respiratoires. Ça pour le MERS et le SARS de 2003 et 2011. Mais ce qui n'est pas constaté dans le COVID-19. Une étude qui date de février 2020, prenant 7 patientes enceintes, il n'y a pas eu de retentissement chez le nouveau-né dans cette pandémie COVID-19. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas de contamination verticale de la mère vers l'enfant in utero. Sur les gestantes, tous les nouveau-nés sont nés sans aucune pathologie. De 147 patientes toujours en Chine, 6 à 8% de cette cohorte ont manifesté des troubles respiratoires au-delà de 30 cycles par minute et une désaturation moins de 93%, avec un de risque d'insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation mécanique. Mais si on compare cela par rapport à H1N1, c'est moins important. Donc, c'est la grippe H1N1 qui a été beaucoup plus redoutable que cette pandémie COVID-19.
La comparaison entre Covid-19 et MERS sur des études de petite série, bien sûr, ce qui a été constaté que la mortalité maternelle, elle est de 30% dans le MERS. Alors, chose qui n'a pas été vue chez la femme enceinte Covid-19 sur de petites séries, bien sûr. Et la mortalité fœtale, elle est de 30%. Donc, si on peut comparer entre Covid-19 et MERS, la différence est importante. Il n'y a pas... Covid-19 expose moins à la mortalité maternelle et fœtale. Mais la question qui se pose, c'est que selon les études, mais c'est de petites séries, ça a été démontré que la contamination verticale n'existe pas. Mais il faut faire très attention. Une étude systémique, de revue systémique, ce qui a été constaté sur des séries, qu'il y a une atteinte fœtale qui peut se manifester par des accouchements prématurés et des troubles respiratoires chez le nouveau-né. Et quand on fait la PCR chez le nouveau-né et le dosage des IgM, il y a eu des PCR qui sont positifs, voire même des IgM qui sont positifs. Cela sous-entend que la contamination verticale de la mère vers le fœtus peut exister. Des études seront nécessaires pour prouver cette éventualité. Mais ça reste une hypothèse qu'il faut tenir très au sérieux. Comment faire devant cette situation pandémique? Des éléments qui sont très importants, qui ont déjà été cités par Abdelnour, c'est la distanciation et le confinement, le lavage fréquent des mains et éviter autant que possible de vous toucher le visage et le port de masque. Ce sont des mesures barrières qui sont indispensables, qui sont protecteurs, qui inhibent la propagation de cette virus. Qu'est-ce qu'il faut faire devant cette pandémie? Garder toutes les femmes. Maintenant, les consultations, comment doivent se faire? Les consultations, il faut jumeler les consultations d'obstétrique et les consultations d'échographie. Il faut accepter 3 consultations durant toute la gestation. Donc, au premier trimestre de la grossesse, entre la 11e et la 14e semaine, gardez également la consultation ainsi que l'échographie de 20-25 semaines et la consultation et l'échographie de 30 à 35 semaines. Par contre, les consultations, il faut éviter surtout ce qu'il a dit Abdelnour tout à l'heure, la présence de patientes au niveau des salles d'attente, vaut mieux les laisser à l'extérieur et les appeler. Qu'est-ce qu'on dit concernant la classification? Donc, pourtant, concernant la classification, il y a ce qu'on appelle les cas suspects, les cas confirmés et les cas exclus. Concernant les cas suspects, c'est quoi les cas suspects? C'est des personnes qui vont présenter suspects de Covid-19 associant de la toux, de la fièvre, douleur abdominale et d'autres signes qui ont séjourné au préalable dans une zone où il y a cette épidémie qui était active. Ça, c'est considéré comme suspect. C'est considéré également comme suspect qui était en contact avec une personne confirmée Covid-19. Et considéré également comme suspect toute personne qui travaille dans un milieu hospitalier où il y a des patientes qui sont hospitalisées, porteuses de cette affection, sont considérées comme des cas suspects. À l'inverse, les cas confirmés, c'est des cas qui ont présenté des symptômes avec une confirmation par PCR. Et les cas exclus, ce sont des cas qui sont suspects, mais après évaluation et interrogatoire, sont éliminés par la suite. Donc, ce ne sont pas des cas suspects. Quels sont les diagnostics, quelles sont les explorations qui vont nous permettre d'établir le diagnostic? La PCR est le gold standard. Sa réalisation avec des résultats qui peuvent
peu de temps entre 6 heures et 72 heures, sa sensibilité, elle est de 59% à 71%. Sa spécificité avoisine les 100 réactifs. Par contre, le scanner thoracique, sa sensibilité est beaucoup plus importante. Elle est de 70 à 98%. Sa spécificité, elle est de 70%. Mais il y a un risque d'irradiation de la patiente. Il faut faire une décontamination nécessaire du scanner. Maintenant, pour le scanner. Le scanner, chez la femme enceinte, il y a nos confrères radiologues qui sont un petit peu hésitants quant à l'utilisation du scanner chez la femme enceinte, mais les recommandations de faire avec low dose, avec de petites doses, et une protection du ventre de la patiente par un matériel protecteur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le lieu où les cas suspects probables ou bien confirmés d'infection COVID-19. Qu'est-ce qu'il faut faire? Doivent être pris en charge par des hôpitaux d'installation d'isolement et d'équipements de protection efficaces. Les cas suspects doivent être traités isolément. Il faut suspect devant les patientes qui sont confirmées. Il faut réserver 2 espaces. Un espace pour les cas suspects et un espace pour les cas confirmés. Les cas confirmés doivent être pris en charge dans une salle d'isolement à pression négative. Un cas confirmé gravement malade doit être admis à pression négative. Les mesures d'hygiène et de protection. Il faut isoler la patiente dans une pièce, faire porter un masque de soins, masque chirurgical à la patiente. Pour les soignants, il faut un masque N95, des gants, des lunettes de sécurité, charlotte, surblouse, surchaussures. Avant de sortir de la pièce, enlever les gants et se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique. À l'extérieur, c'est à l'extérieur qu'il faut ôter le masque, les lunettes, charlotte, surchaussures, se frictionner les mains avec la solution d'échographie. Limiter le nombre d'intervenants. Ça, donc, c'est les procédures. Qu'est-ce qu'il faut faire devant les cas confirmés plus? Qu'est-ce que nous avons fait dans le service? Déjà, à l'admission, il y a une prise de température pour voir les patientes qui ont une température qui est normale. Elles vont passer dans une autre consultation. Par contre, toutes les femmes qui ont une fièvre, un couloir qui est dédié aux patients suspects de COVID-19. Donc, il y a un service qui est dédié pour cette pathologie. Il prend un accouchement et un bloc opératoire pour les patients en cas de césarienne de patients COVID-19. Donc, à l'intérieur, là où nous avons des patientes qui sont hospitalisées dans le service, qui sont confirmées. Donc, il faut des mesures de protection avec double gant, surchaussure, visière, des lunettes. La patiente doit porter un masque chirurgical. Il est possible de disséminer le virus lorsque la patiente expire avec force. Donc, c'est pour cela, on sait très bien que durant le travail, la sage-femme a tendance à dire à la patiente, respirez, respirez. Ces mouvements brusques qui peuvent être à l'origine de la dissémination de cette virus. Pour cela, une anesthésie de la patiente est une nécessité. Tout le personnel de santé s'occupant des femmes en travail actif doit porter un équipement de protection individuelle, une camisole, charlotte, bavette, un masque FFP2 et des lunettes. La césarienne d'une patiente COVID-19, l'anesthésie doit être une anesthésie loco-régionale. Sauf chez une patiente qui est en gêne respiratoire,
À ce moment-là, faite avec une intubation endotrachiale. Salle d'isolement à pression négative, le bloc opératoire doit être pression négative, éviter le bistouri électrique, les équipements de protection individuels composés d'un masque N95, Charlotte, calo chirurgical, blouse, double gant et surchaussures. Ça, c'est des équipements individuels nécessaires pour tout le personnel soignant en contact avec des patients Covid positifs. La prise en charge du nouveau-né. Concernant la prise en charge néonatale des cas suspects et confirmés d'infection maternelle au Covid-19, le nouveau-né doit être transféré dans une unité de néonatologie pour évaluation par l'équipe de pédiatrie. L'allaitement. L'allaitement n'est pas contre-indiqué. Si la patiente est asymptomatique ou légèrement affectée, maternelle peut être envisagée. La patiente doit se laver les mains et porter un masque chirurgical à 3 couches avant de toucher le bébé. Le lit du bébé doit être éloigné de la maman à 2 mètres au moins. Le bilan maintenant concernant la thérapeutique qu'on administre à base de plaquenil, il faut des investigations ou bien une exploration prétérale d'une numération une formule numération sanguine, une glycémie, un bilan rénal, un bilan hépatique, une CRPVS, 10 dimères, un ECG avant l'introduction de l'hydroxychloroquine. Le traitement par l'hydroxychloroquine est significativement associé à une réduction, disparition de la charge virale chez les patients Covid-19 et son effet est renforcé par l'azithromycine. Donc, l'utilisation de l'hydroxychloroquine peut être utilisée chez la femme enceinte. Nous avons des patientes qui sont hospitalisées dans le service, chez qui nous avons préconisé ce traitement-là. Une des patientes avait une symptomatologie respiratoire qui était assez marquée. Avec l'introduction de l'hydroxychloroquine, nous avons constaté une amélioration importante à la 48e heure d'administration de ce traitement. On se pose la question, est-ce qu'il y a un risque malformatif lorsqu'on utilise cette substance? À ce jour, les preuves disponibles ne suggèrent aucune augmentation de risque de malformation consécutive à l'utilisation de cette molécule. L'hydroxychloroquine peut être utilisée pour le traitement de l'infection Covid-19 à des doses rhumatologiques 200 à 400 mg par jour. Maintenant, concernant la chloroquine, donc ce qu'il faut retenir qu'on peut l'utiliser parce que nous avons déjà une expérience, c'est des patientes enceintes qui présentaient un lupus, qui ont été mises sous chloroquine pendant une longue durée. Ça n'a pas été démontré qu'il y a un effet malformatif sur le fœtus. Concernant la vitamine D, il est nécessaire d'administrer également de la vitamine D. Le risque d'infection par réduction des taux de réplication virale et des concentrations de cytokines pro-inflammatoires. Donc, ça a été démontré que la vitamine D a un effet bénéfique dans le traitement de cette pathologie. Concernant le zinc peut exercer en supprimant la réplication virale, en stimulant les réponses immunitaires. Donc, le zinc peut être administré à une dose assez importante à raison de 45 mg. Concernant la vitamine C, il y a une méta-analyse ont démontré que le traitement à forte dose par voie parentérale de vitamine C présente des avantages significatifs dans le traitement de la septicémie, de choc septique et dans les administre dans les formes
dans cette affection de la vitamine C qu'on doit donner à raison de 1 gramme parentéral. Concernant les anticoagulants, est-ce qu'il faut utiliser les anticoagulants chez des patientes qui présentent cette infection COVID-19? Donc, l'utilisation de la dose prophylactique à raison de 0,4 par jour chez des patientes qui ont une symptomatologie respiratoire. Mais par contre, l'utilisation d'une dose curative à raison de 0,6 peut être administrée dans les formes assez sévères. Donc, chez des patientes qui présentent des signes d'insuffisance respiratoire, on administre des doses curatives. Par contre, chez des patientes qui ont des signes mineurs respiratoires, on donne uniquement une dose isocoagulante à raison de 0,4. Par contre, les patientes qui sont asymptomatiques, qui ne présentent pas de troubles respiratoires, il n'est pas nécessaire d'administrer une anticoagulation. Donc, le Collège algérien de gynécologie obstétrique a préconisé un arbre décisionnel de prise en charge de la femme COVID-19. Donc, toute femme qui présente des signes respiratoires, l'extraction fœtale doit être réalisée dans les délais les plus courts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a dit que l'évolution de cette affection, elle est foudroyante. En espace d'1 jour à 2 jours, il peut y avoir une respiration modérée à une défaillance respiratoire avancée en très peu de temps. C'est pour cela il ne faut pas exposer la patiente à ce risque-là. La maturité fœtale est acquise, il faut procéder à l'interruption de grossesse. Par contre, lorsqu'on est dans moins de 34 semaines, à ce moment-là, on craint la prématurité. La discussion d'une administration de corticothérapie et faire une extraction dans les 48 heures. Mais par contre, au premier trimestre de la grossesse, il n'est pas nécessaire. Par contre, l'utilisation du schéma thérapeutique associant azithromycine et plaquenil est nécessaire même au premier trimestre de la grossesse. Au trimestre de la grossesse, la première thérapeutique, c'est l'extraction fœtale associée à une thérapeutique spécifique à base. Par contre, chez des patientes qui ne présentent pas de troubles respiratoires, à ce moment-là, il faut prendre d'autres mesures. Ce traitement peut être administré en ambulatoire. Et par la suite, la patiente peut suivre son traitement en ambulatoire en observant bien sûr toutes les mesures barrières, le masque chirurgical. Ce qu'on peut dire comme conclusion, cette pathologie, elle est toute récente, très peu de données chez la femme enceinte. Mais il faut être très prudent parce qu'il y a une similitude de structure concernant le SARS-CoV-2 par rapport à SARS-CoV-1 et MERS. Les études sont peu nombreuses, mais vu cette similitude, il faut faire très attention. Il peut y avoir une atteinte grave chez la femme enceinte, quand bien même, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été démontré sur les études qu'il y a une atteinte grave. Les mesures d'hygiène de vie comprenant la distanciation sociale, le traitement, l'hygiène adéquate, riche en vitamine D, riche en zinc, riche en vitamine C également, est nécessaire. Observer uniquement les 3 consultations au premier, deuxième et troisième trimestre de la grossesse. Les jumeler, échographie et consultation obstétricale. Pour le reste, il faut assurer une téléconsultation. Il faut des lieux adaptés pour prise en charge des parturientes COVID+. Donc, il faut séparer les patientes suspectes des patientes
confirmés Covid et les séparer également des parturientes qui ne présentent pas de symptômes. Donc, deux espaces doivent être dédiés. Un espace pour qui ne présentent pas cette pathologie et des parturientes qui sont suspectes ou Covid confirmées. Il faut également un équipement de protection individuelle pour le personnel soignant. Donc, tout le personnel soignant qui est en contact avec les parturientes doit bien d'un équipement propre, personnel, pour se protéger contre cette pathologie. Votre attention. Merci, Mokhran Mouchtouh. Merci beaucoup pour cette belle présentation complète.